Addis Abeba, 25 mai 1963. 32 États indépendants rédigent l'acte de naissance de l'Organisation de l'Unité africaine, OUA. 59 ans après, l'Afrique peine toujours à construire son unité. Que sont donc devenus les rêves panafricanistes de certains pères fondateurs au moment où la mue opérée il y a 20 ans à Durban, transformant l'OUA en Union africaine, semble elle aussi marquer le pas quant au chantier de l'unité du continent. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à ce nouveau rendez-vous de Périscope sur Burkina Info. C'est la journée mondiale de l'Afrique, célébrée le 25 mai de chaque année, et nous vous proposons d'évoquer dans cette émission les rêves panafricanistes d'hier et les réalités d'aujourd'hui. Pour ce faire, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Magloire Somé. Il est professeur titulaire d'histoire religieuse contemporaine à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Bonsoir. Bonsoir. Membre du comité de rédaction de la revue Histoire, Monde et Culture religieuse publiée par Cartala à Paris et chercheur associé à l'Institut des études africaines de l'université Mohamed V de Rabat au Maroc, Magloire Somé, auteur de plusieurs articles et ouvrages, enseigne la méthodologie de l'histoire africaine au 19e et 20e siècle et l'histoire du christianisme en Afrique de la fin du 13e siècle à nos jours. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci. Je reçois également Roselin Ouedraogo, secrétaire national chargé des structures de l'Organisation des peuples africains Burkina Faso, OPABF. Bonsoir. Bonsoir. Titulaire d'une maîtrise en droit public à l'université de Ouagadougou et d'un master en fiscalité, Roselin Ouedraogo est aussi le point focal au Burkina Faso de Convergence panafricaine, une ONG basée au Tchad, et milite à ce titre pour la réalisation de l'unité des peuples africains, leur plein épanouissement, ainsi que pour le développement de l'Afrique. Merci d'avoir accepté notre invitation et bienvenue sur le plateau de Périscope. Merci. Mesdames, Messieurs, un nouveau bonsoir. Ravi de vous retrouver pour le 165e numéro de votre émission Périscope. Le 25 mai, c'est la journée mondiale de l'Afrique, une journée qui fait écho à la création. Le 25 mai 1963 à Addis Abeba, capitale de l'Éthiopie, de l'Organisation de l'Unité africaine. Qu'est-ce qui a présidé à la création de cette organisation ? Quelles étaient les motivations de départ, Magloire Somé? Disons que les motivations de départ de la création de l'Organisation de l'Unité africaine sont liées au courant panafricaniste qui s'est développé depuis le 19e siècle, d'abord en Amérique, puis entre l'Amérique, l'Europe et l'Afrique, entre donc les élites africaines de la diaspora et les élites africaines qui étaient parties étudier en Europe. L'idée était qu'il fallait lutter pour la promotion et la solidarité entre les Noirs du monde entier. Donc les Noirs du monde entier devraient lutter pour s'affranchir d'abord de l'esclavage. De l'esclavage, ensuite s'affranchir du joug de l'esclavage, s'affranchir de la colonisation. Et donc, accéder à l'indépendance. Et donc, travailler à intégrer, à fédérer les efforts et à aller vers une intégration africaine. Évidemment, il y avait beaucoup d'idées qui étaient développées à l'époque. Il y en a à la veille de la création de l'Organisation de l'Unité africaine, comme Kwame Nkrumah, qui était favorable à un État fédéral africain. Il était du reste soutenu dans ce sens par Cheikh Anta Diop, qui lui aussi était favorable à l'idée d'un État fédéral africain et à une certaine unité culturelle de l'Afrique, parce qu'il pense que tous les peuples africains s'originent dans l'Égypte ancienne. Et donc, de ce point de vue, les peuples africains ayant une origine commune, ces peuples africains avaient le devoir de travailler à sortir de la domination coloniale et à s'affirmer sur le plan du développement politique, économique et culturel. Voilà. Donc, affirmer une identité africaine par rapport au reste du monde. Au reste du monde, oui. Voilà. Parce que quand on parle des civilisations dans le monde, rarement on cite l'Afrique. Et donc, ça posait un problème
aux panafricanistes. Et les panafricanistes ont souvent insisté sur l'idée de la personnalité africaine, surtout la personnalité culturelle africaine. Donc, les Européens déniaient aux Africains d'avoir une histoire. Et les panafricanistes essayaient de montrer que l'histoire africaine est très ancienne, que l'Afrique est le berceau de l'humanité, c'est ça, que la première civilisation historique est africaine. Donc, de ce point de vue, les pères fondateurs de l'Organisation de l'Unité africaine étaient dans une dynamique d'affirmation politique, d'abord, au travers des indépendances, et de cheminement vers une certaine affirmation de l'Afrique, une conquête, la conquête de la véritable indépendance, à travers l'indépendance économique. Donc, il ne s'y trompait pas, même quand Kwame Nkrumah parlait de l'État fédéral africain, il disait que l'indépendance politique est une indépendance formelle et que la véritable indépendance était économique. La véritable indépendance est économique et elle doit être une indépendance aussi qui affirme donc cette identité africaine. Jusqu'à aujourd'hui, on n'y est pas encore arrivé. L'hôte de la conférence fondatrice de l'OUA, l'empereur éthiopien Haïlé Sélassie, avait notamment indiqué ce 25 mai-là que, je cite, « Ce dont nous avons besoin, c'est d'une organisation africaine par laquelle l'Afrique puisse faire entendre une seule voix. » Fin de citation. Aujourd'hui, 59 ans après, l'Afrique n'a toujours pas réussi à faire entendre une seule voix, n'est-ce pas, Roselyne Ouedraogo? Oui, je pense que c'est exact. C'est exact. C'est vrai que d'un point de vue formel, on peut dire qu'on a une organisation qui permet à l'Afrique de s'exprimer d'une seule voix. Malheureusement, dans la forme, dans le fond, nous voyons qu'il y a des voix multiples. Il y a des voix discordantes d'ailleurs. Et c'est ce qui fait mal. Parce que lorsque vous voyez un peu l'origine de l'Afrique, les différents combats qui ont été menés, les politiques, l'indépendance, et aujourd'hui on arrive à cet état de fait, il y a de quoi se poser de véritables questions. Et je crois que les questions fusent aujourd'hui. C'est vrai que d'un point de vue de la forme, quand on prend l'organisation, c'est une institution, on a des responsables qui répondent de l'Afrique, mais de façon fondamentale, il n'y a pas véritablement une seule voix africaine. Il y a plusieurs voix et c'est ce qui fragilise l'Afrique. Sans compter que les populations, les peuples africains ne se retrouvent pas tellement dans cette bureaucratie Union africaine. Oui, mais c'est parce que d'ailleurs, il y a plusieurs voix que les peuples même ne s'y trouvent pas. Parce que si les peuples s'y trouvaient, on allait véritablement s'assimiler à un leader. Il aurait un leadership qui permettrait à cette population de se reconnaître à une seule personne. Mais malheureusement, on travaille à ce que les populations à la base ne puissent pas s'entendre, se comprendre et qu'il y ait une sorte de division, de divergence de point de vue. Alors quand vous dites qu'on travaille à ce que les populations à la base ne puissent pas s'entendre, vous faites référence à qui? Sont les dirigeants africains eux-mêmes qui travaillent à ce que les populations à la base ne s'entendent pas? Non, mais c'est bien évidemment, bien évidemment. Nous n'avons pas, vous savez aujourd'hui, il ne faut pas se mettre dans une situation où nous-mêmes, on refuse de faire notre propre autocritique pour toujours dire que c'est X ou c'est Y. Donc, pour ce fait-là, je dis bien sûr que c'est nos propres dirigeants qui travaillent à ce que les populations africaines ne puissent pas s'entendre. Donc, les dirigeants africains travaillent à ce que les peuples africains ne s'entendent pas. Vous avez parlé de Kwame Nkrumah tout à l'heure, Magloire Sommet. On est aujourd'hui encore, en effet, loin du vœu qui lui était cher, parce que lui, il avait clamé, je cite, « Les États africains doivent s'unir ou alors se vendre aux impérialistes et aux colonialistes. » Nos problèmes actuels ne peuvent être résolus par des actions sporadiques ni par de pieuses résolutions. Il nous faudra rien moins que l'action d'une Afrique unie. Fin de citation. Manifestement, il faut encore attendre. Il faut encore attendre pour l'Afrique unie dont rêvait Kwame Nkrumah, qui nous a quittés il y a 50 ans maintenant. Disons-nous une chose. Les panafricanistes n'étaient jamais sur la même longueur d'onde. À travers les congrès, disons
au congrès de Londres, la conférence de Londres de 1900, où Du Bois avait en quelque sorte fait une déclaration condamnant l'impérialisme et appelant donc non seulement à l'abolition pratique de l'esclavage, parce que les abolitions étaient théoriques, C'est ça. mais aussi que l'on travaille à mettre fin à la colonisation. Au congrès de Paris de 1919, les Blaise Diagne avaient considéré que, bon, les West Boys étaient trop communistes. Vous comprenez? Et donc la déclaration de Paris était une déclaration très politique. On ne remettait pas en cause le principe de la colonisation, mais on condamnait les abus de la colonisation. En fait, c'était très... Pour dire que c'était bon, c'était bien d'avoir été colonisé, non, mais... En fait, c'était diplomatique. Okay. Parce que l'organisation de la conférence de Paris était liée au fait qu'il y avait la conférence de Versailles qui devait régler les problèmes de la Première Guerre mondiale. Et donc, régler le problème des colonies allemandes. Et par conséquent, quelle était la position qu'il fallait prendre? Il fallait que les Africains s'entendent. Si on condamnait la colonisation, on allait mécontenter les autorités françaises qui ont bien voulu accorder aux Africains, grâce à Blaise Diagne, député sénégalais, à l'Assemblée nationale française, qui a utilisé son influence pour obtenir des autorités françaises l'organisation du Congrès. Et donc, par diplomatie, donc on ne condamne pas le principe même de la colonisation, mais on condamne les abus de la colonisation. Mais dès lors qu'on va parler de la libération des Africains, du développement économique des Africains, de l'association des Africains à la gestion de leurs propres affaires en 1919, alors des francophiles comme Blaise Diagne, ils étaient mécontents, ils ont dit non, ils ne sont pas d'accord. Vous comprenez? Donc, dès l'origine même, au moment où les congrès étaient organisés, l'on se rencontrait pour parler donc des problèmes noirs ou des problèmes des Noirs. Mais tous les discours n'allaient pas dans les mêmes directions. Dans le même sens. D'ailleurs, il y avait deux positions qui étaient arrivées à Addis Abeba en 1963. Oui, il y avait deux positions. Il y avait la position de ceux qui étaient favorables, le groupe de Casablanca qui était favorable à un État fédéral africain et dont la figure de proue était Kwame Nkrumah. C'est ça. Et puis il y avait l'Afrique des États, le groupe de Monrovia, dont le leader était, comment dirais-je, Senghor? Non, pas Senghor, Houphouët-Boigny. C'était oui. Houphouët-Boigny qui était le chef de file de l'Afrique des était États. de ce groupe-là, lui aussi. Oui, Senghor était de ce groupe. Eux, ils prenaient une coopération entre les États et que la coopération entre les États permettait d'aller pas à pas vers l'unité africaine. Tout le monde parlait de l'unité africaine, mais c'est les voies à emprunter qui étaient différentes. Et c'était cette démarche coopérative qui a finalement pris le pas en 1963. Le fameux rêve des États-Unis d'Afrique n'a pas fait l'unanimité. Il faut noter d'ailleurs à ce sujet également la position de Fulbert Youlou, qui était président de la République du Congo, qui avait fait valoir à cette conférence fondatrice de l'OUA que, je cite, l'unité de l'Afrique ne doit pas faire oublier sa diversité, d'autant plus qu'il s'agit d'un immense continent. Aucun continent, que ce soit l'Europe, les Amériques ou l'Asie, n'a jusqu'à présent réussi et ne peut prétendre établir un gouvernement continental, former un seul et unique État, former une seule et même nation. Fin de citation. Alors, Fulbert Youlou casse, pour ainsi dire, ce rêve d'un État africain fédéral et donc valide la thèse des États, enfin, de la coopération entre les États. Comme l'a dit tout à l'heure Magoula Somé. Il n'était pas le seul. Il n'était pas le seul. Nnamdi Azikiwe, président du Nigeria, faisait comprendre à Kwame Nkrumah qu'il allait trop vite. Il allait trop vite. Et que donc, il fallait
d'abord une coopération entre les États africains, une intégration entre les États africains, et donc de la coopération à l'intégration, on allait évoluer vers l'unité africaine. Alors, est-ce que vous pensez donc que ce rêve des États-Unis d'Afrique était simplement trop grand pour les pères fondateurs ou objectivement irréaliste aujourd'hui pour les leaders de notre époque? Non, pas trop grand. Je crois que la genèse qui a été faite ici nous permet aujourd'hui de comprendre pourquoi nous sommes dans cette léthargie. Parce que, comme l'a si bien expliqué le professeur, il y a eu plusieurs clans, il y a eu plusieurs lignes. Il y a même eu des clans dans les clans. Dans les clans. Donc, dès lors, si vous avez des clans dans des clans, l'unité est déjà morte. Il est difficile de parler d'unité parce que même dans un clan, il y a des clans. C'est pour dire que c'est parce que l'unité, moi je pense que l'unité des peuples africains, au-delà du rêve, de l'idéal, était une menace pour l'impérialisme. Était une menace pour ceux-là que les pères fondateurs ont combattu du temps de la colonisation, de la traite négrière. Et que si ce peuple-là se retrouvait ayant une âme, ayant une personnalité, ayant une histoire, ayant une conscience, une sagesse, la même chose que les autres, ça devient une force qui sera à un moment donné incontrôlée et incontrôlable. Est-ce que vous irez jusqu'à dire donc que l'impérialisme a trouvé des relais parmi ces... Oui? Je ne le dis pas, ils y sont. Ils sont là au jour. Et on l'a bien expliqué à la conférence avec Webb Dubois, où les Indiens sont venus. Je pense que ce n'était rien d'autre que de venir casser la dynamique qui était enclenchée. Parce que venir reconnaître, ça dit, c'est une forme de reconnaître la colonisation. Sinon, pourquoi on peut reconnaître la colonisation et dire non, qu'on s'attaque, ce sont ces abus. Non, je ne pense pas que dans un mal, il y a un moindre mal. Donc, c'est pour dire que aujourd'hui, il y a lieu que les uns et les autres revisitent cette histoire et qu'on regarde des difficultés que nous avons, des défis que nous avons, que nous puissions en tirer les conséquences. D'autant que, on en parle de temps en temps de ces États-Unis d'Afrique. On en parlait encore il n'y a pas très longtemps de cette Afrique confédérée, de ces États-Unis. La question de sa mise en œuvre était d'ailleurs à l'ordre du jour, au cœur des échanges en juillet 2007, au sommet, à la conférence au sommet des chefs d'État et de gouvernement de l'Union africaine. Deux méthodologies, encore là, s'opposaient. Et s'opposaient. D'un côté, il y avait les tenants du cold fit, les petits pas qui suggèrent d'y aller à pas de tortue. Et de l'autre, il y avait les protagonistes de la proactive approche qui invitent, eux, à la concrétiser à pas vif et alerte. Parmi ces derniers, il y avait le Sénégalais Cheikh Tidiane Gadio, qui était alors ministre des Affaires étrangères de son pays, qui pense qu'il y a urgence à fonder les États-Unis et d'Afrique. Mais une fois de plus, là aussi, ce désir d'y aller fait psicht. Bon, les États-Unis, dans une perspective continentale, beaucoup d'observateurs de la scène politique africaine ont pensé peut-être que nous étions dans une démarche d'utopie. Et l'on a pensé que des États-Unis à l'échelle régionale, par exemple la CEDEAO qui devienne un État fédéral, la SADC qui devienne un État fédéral, et puis d'autres organisations à travers l'Afrique qui évoluent, qui deviennent des États fédérés. Cela aurait peut-être la chance d'aboutir. Parce que, à travers les processus d'intégration, il y a des petits pas qui nous amènent vers la volonté d'agir ensemble. Rappelez-vous que l'Union européenne a commencé par la communauté économique de l'Europe, pour progressivement devenir l'Union européenne,
qui s'est doté d'une monnaie unique, qui s'est doté d'un parlement, qui s'est doté, et comment dirais-je, d'un ministre des Affaires étrangères. Vous comprenez? Alors, donc, c'est à petits pas que l'Afrique, qui est une Afrique de diversité, donc ce que Philbert Youlou a dit n'est pas dénué de sens. Tout à fait. Ce n'est pas dénué de sens. Que l'Afrique aille directement vers un État fédéral qui prétend être un État uni, je crois que cette démarche paraît un peu précipitée. Oui, ça paraît précipité. Comme vous dites d'ailleurs, l'Alliance démocratique, qui est le principal parti d'opposition en Afrique du Sud, avait dit en 2007 que la formation d'une telle entité n'est envisageable que dans 50 ans. Fin de citation. Même que dans 50 ans, on n'y serait toujours pas. Il y a aussi d'ailleurs un débat sur le nom États-Unis d'Afrique, trop confusionnel avec celui des États-Unis d'Amérique, selon les députés du Parlement panafricain, qui plaident toutefois pour la mise en place d'un cadre capable de faciliter l'évolution du processus devant mener à la création du gouvernement panafricain. Fin de citation. Finalement, on est... Oui, vous voulez ajouter quelque chose? Je veux réagir sur ça parce que, en fait, la question de l'unité africaine se joue d'abord sur la capacité de nos dirigeants à parler d'une même voix sur les questions internationales, par exemple. Sur les grandes questions, du internationales et qui interpellent l'Afrique et sur l'Afrique, lesquelles l'Afrique doit donner sa voix et sa position. Justement. Et aussi sur les grands problèmes du développement de l'Afrique. On doit être capable de parler de la même voix. Alors, ce qui n'est pas le cas jusqu'à Ce qui n'est pas le cas. Et donc, si ce n'est pas le cas, donc ça veut dire qu'il y a un problème de leadership en Afrique. Et, malheureusement, on a l'impression que nos leaders ne sont pas interconnectés entre eux, mais qu'ils ont le regard tourné vers un ailleurs. Et donc, de ce point de vue, on a l'impression que, on attend que de l'Occident nous vienne la lumière. Et quand de l'Occident, la lumière n'arrive pas, alors on a l'impression qu'on n'a pas de boussole pour, en tout cas, cheminer. Donc c'est ça qui est dommage au jour d'aujourd'hui. Vous avez le sentiment de ce manque de boussole, vous aussi? C'est ce que je disais tantôt. Parce que j'ai dit le mal vient de la division ou de l'incompréhension de nos dirigeants. Et je n'ai pas envie de dire de leader. Voilà, parce que un leader, c'est quelqu'un qui a une vision. Et si des Africains avaient vraiment des leaders, les peuples s'y reconnaîtraient. Et je crois que ces leaders travailleraient à ce que la voix africaine soit entendue. Malheureusement, comme l'a dit le professeur, sur les grandes questions où on attend l'Afrique, l'Afrique est muette et mieux. L'Afrique part en rang dispersé. Et l'Afrique n'est pas capable de proposer quelque chose. Et je crois que c'est cette question-là ou cette problématique que Senghor avait posée. Il dit au rendez-vous du donner, du recevoir, qu'est-ce que l'Afrique pourra donner? Qu'est-ce que nous pourrions donner? Alors que nous avions des choses à donner parce que nous voyons que des gens viennent prendre des choses chez nous. Mais qu'est-ce qui fait que nous ne pouvons pas nous entendre? Nous ne pouvons pas nous asseoir ensemble et puis proposer quelque chose aussi à ce rendez-vous-là. Alors justement, qu'est-ce qui fait qu'on n'y arrive pas? On a un siège de l'Union africaine, bon, hier, Organisation de l'Unité africaine, qui est basée à Addis Abeba. On ne voit pas véritablement, ne serait-ce qu'une fois tous les 3 mois, une fois tous les 6 mois, l'Afrique se réunir pour dire, bon, cette année, on va s'attaquer, par exemple, au problème énergétique de l'Afrique. Inga 2 et Inga 3 en République démocratique du Congo avaient été identifiés comme étant un potentiel énorme pour l'électrification d'une bonne partie du continent. Qu'est-ce qu'on fait pour y arriver? Sur plusieurs problématiques intra-africaines, même déjà, on est pratiquement absent. Comment on fait dans ces conditions? Bon, en fait, la question du développement du continent africain se ramène à l'idée que si l'on veut aller vers une intégration africaine et que les projets sont très localisés dans des espaces donnés où certains pays qui paraissent très éloignés de ces espaces
ne semble pas très intéressé. Nous disons, ne semble pas très profiter tout de suite des fruits du projet. Il semble indifférent de ces projets, de la réalisation de ces projets-là. Donc, de telle sorte que le projet d'Inga au Congo, on a dit que ça pouvait électrifier toute l'Afrique, mais il faut que le dirigeant du Burkina Faso, du Mali ou de la Mauritanie soit convaincu qu'en réalisant ça, au bout de quelques années, il va en profiter. Oui, depuis le temps qu'on en parle, qu'est-ce qui les empêche de prendre possession des données techniques et d'en être convaincus pour qu'on puisse y aller? Non, en fait, ce qui empêche, qu'est-ce qui empêche? Il y a certainement des choses qui empêchent. Ce qui empêche, c'est que on veut aller, mais on n'est pas déterminé. On n'est pas déterminé, et puis ce n'est pas chez soi. Voilà, on veut aller, mais on n'est pas déterminé. Ceux-là même qui sont concernés devraient, prendre le devant, mais quand ils prennent le devant, c'est comme s'ils tiraient la couverture vers eux. Alors donc, de ce point de vue, l'intégration à l'échelle continentale est une épreuve qui est périlleuse et qui montre que les intégrations régionales ont beaucoup plus de chances de réussir. Et donc l'Union africaine, comme le disait Kofi Annan, devrait apparaître comme une tribune où les chefs d'État se rencontrent pour discuter des questions internationales, mais aussi des questions du développement de l'Afrique. Des questions du développement de l'Afrique. Justement, comment réaliser l'union des fils et filles du continent dans ces conditions-là? Quel levier actionner pour changer la donne face aux défis actuels du continent en proie notamment au terrorisme dans certains pays, à la malnutrition, au coup d'État et autres? Les facteurs que vous venez de citer me paraissent être une opportunité pour les pays africains, pour les peuples africains. Vous avez évoqué la question du terrorisme. Nous avons aussi eu la question de la Covid. C'est ça. Toutes ces problématiques-là devraient interpeller pour dire nous avons un même défi. Et nous devions conjuguer des efforts pour que ce défi-là puisse être aplani. Comment est-ce que nous allons nous y prendre? Ça, c'est la question. Pour que, à mon avis, il y a que nous devions avoir des hommes et des femmes éclairés. Nous avons tantôt discuté des difficultés. Pour moi, nous avons des gens qui manquent de vision. Parce que la vision n'y est pas. Lorsque on nous dit qu'aucun pays ne peut vivre, ne peut se développer en vase clos, en autarcie, et que les peuples africains, les dirigeants africains s'y plaisent, dans leur petit chapitre, dans leur zone territoriale, cela nous amène à nous poser de véritables questions. Mais est-ce que les peuples peuvent aller au-delà de ce que les dirigeants veulent? Les dirigeants doivent faire. C'est vrai que dans notre espace économique, on parle de la libre circulation, on parle des 4 libertés, la liberté économique, la liberté des capitaux, etc. etc. Mais les défis du terrorisme font aujourd'hui que personne ne peut bouger. Oui. Les défis de la Covid fait que les frontières même entre les différents pays ont été fermées et qu'on ne peut même plus circuler librement. C'est pour dire que, alors que je dis, en son temps, le fait que la Covid avait enjoint les différents États fermés, l'espace, notre espace, nous pouvions commercer, on était contraints à commercer entre nous. Malheureusement, je ne sais pas s'ils ont reçu des ordres pour le faire. Je ne sais pas quelle était vraiment la motivation. Et je ne comprends toujours pas pourquoi les frontières sont toujours fermées pendant qu'ailleurs, les gens sont en train... Il y a quelques frontières qui sont ouvertes maintenant, le Burkina, le Togo récemment, le Mali, le Niger.
Il reste toujours, je crois, à la Côte d'Ivoire, dans cet espace-là. Mais Magloire Sommet a dit quelque chose d'intéressant, c'est-à-dire qu'il faudrait se reposer sur les espaces communautaires, sur les communautés économiques régionales pour faire cette intégration. Est-ce qu'aujourd'hui, vous sentez véritablement que ce qui n'a pas été possible au plan continental l'est au plan régional? C'est-à-dire, est-ce qu'au niveau de la CEDEAO, on est vraiment prêt à faire cet État fédéral et à capitaliser ou à mutualiser les forces et les opportunités? Et comment on transforme ces régions en région d'opportunités et d'espace de créativité pour tous, alors que, justement, il y a toujours des problèmes pour créer, par exemple, la monnaie commune. Vous êtes fiscaliste, on va revenir à vous. Vous avez parlé de ces communautés économiques régionales tout à l'heure. Oui, c'est-à-dire il faut être réaliste lorsque on entreprend un chantier de développement ou un chantier politique. Le réalisme veut que, à une échelle restreinte, on essaie de voir les problèmes communs et de les résoudre ensemble, en mettant en synergie les efforts, en mettant en synergie les idées, les réflexions. Donc il faut d'abord que, du point de vue de la réflexion, il y ait une prospective. Et que, du point de vue de l'action, les chefs d'État parlent de la même voix. Est-ce qu'on a cette prospective? Est-ce qu'on a réfléchi à ces questions-là depuis le temps qu'on en parle? Est-ce que vous avez le sentiment qu'on avance là-dessus, que c'est un objectif à atteindre et qu'on travaille effectivement pour atteindre cet objectif? Du côté d'Abuja, il y a des chantiers qui sont élaborés sur bien de chantiers. Des chantiers qui sont élaborés sur bien de domaines. Par exemple, le domaine de l'éducation, le domaine de l'agriculture, le domaine bancaire, etc., etc., y compris le domaine politique. Même si au jour d'aujourd'hui, l'application des principes définis sur le plan politique pose problème aux peuples africains. Mais revenons à l'idée de Kwame Nkrumah. L'indépendance politique n'est que formelle. C'est ça. Il faut conquérir l'indépendance économique. Tant qu'on n'a pas conquis l'indépendance économique, il est difficile que l'on puisse avancer ensemble. Comme le disait Thomas Sankara, il vaut mieux faire un pas avec le peuple que 10 pas sans le peuple. Donc jusqu'à aujourd'hui, et depuis tout ce temps, on n'a toujours pas cette indépendance économique. Justement, le problème, est-ce que l'Union africaine est financée par les Africains eux-mêmes? Est-ce que la CEDEAO est financée par les Africains eux-mêmes? C'est ça toute la question. C'est par là qu'il faut commencer. Oui, justement, si on est incapable de financer nos organisations communautaires, notre développement, le futur de l'Afrique devient utopique. Ça veut dire qu'on est sur la natte d'autrui. L'Afrique, c'est un vaste continent de 30 415 873 km², soit 6% de la surface de la Terre et 20% de la surface des terres immergées. L'Afrique, c'est 55 pays, 1,4 milliard d'habitants en 2022, soit 18% de la population mondiale. L'Afrique, ce sont des coups d'État à l'appel, une amorce démocratique tumultueuse, des économies encore fortement dépendantes du diktat de l'extérieur. L'Afrique, c'est 5 régions identifiées par les Nations Unies, nord, est, ouest, centre, sud, auxquelles l'Union africaine ajoute la diaspora comme 6e région. 59 ans après la création de l'Organisation de l'Unité africaine, que faire donc aujourd'hui pour que l'Afrique compte vraiment dans le concert des nations? Roselyne Ouedraogo. Que faire? C'est tout simplement que nous puissions accepter de mettre à côté nos égos. Que faire? Il faut que nous puissions repenser le développement de l'Afrique par nous-mêmes. Que faire? Il faut que nous acceptions et que nous acceptions de nous assumer en tant que personne, en tant que personnalité qui a une intelligence comme les autres, qui a une sagesse, une capacité de réfléchir, de raisonner. Tant que nous allons nous mettre à la traîne
ce sera toujours un leurre. Si nous acceptons de réécrire l'histoire par nous-mêmes, de regarder l'Afrique, de réinventer le développement de l'Afrique par nos propres standards, parce que nous avons... Quels sont ces standards, justement? Comment on fait pour repenser le développement de l'Afrique par nous-mêmes aujourd'hui, où justement on est phagocyté par... Il y a une simple chose. Le professeur a posé la question, comment est-ce que nos institutions les institutions sont financées par... Ouais. Et à ce propos, il y a eu ce débat avec le siège de l'Union africaine qui a été entièrement offert par la République populaire de Chine, et où le président rwandais, Paul Kagame, a été commis pour travailler sur le financement de l'institution continentale, mais jusqu'à aujourd'hui, ça traîne. Les importations ou les taxes sur les importations proposées, entre autres par Donald Kaberuka et Paul Kagame, ça a du plomb dans l'aile jusqu'à aujourd'hui. On n'arrive pas à inventer nos propres solutions et à nous autonomiser par rapport à ces questions-là. Non, en fait. Et quand Kagame avait été commis, lorsqu'il était président en exercice de l'Union africaine, à la conférence de Nouakchott, il avait proposé des modalités de financement de l'Union africaine. Quand il a fait ses propositions, tout le monde a applaudi. Oui, c'est ça. Mais quand chacun est retourné chez lui, la première des choses, c'est de dénoncer ce que Kagame avait proposé. Alors, donc, ça veut dire que il n'y a pas véritablement de volonté d'aller ensemble. On a l'impression que l'Union africaine est devenue une arène de retrouvailles. Un machin, comme dirait, arène de retrouvailles. Charles de Gaulle. On va se retrouver pour bavarder, échanger sur des idées, et puis chacun retourne chez lui, il fait ce qu'il veut. Alors donc, cela pose véritablement un problème. Donc, si on n'est pas capable de faire le sacrifice, de sortir de nos budgets, de sortir de nos trésors là, même si c'est 1%, peut-être 1% c'est beaucoup, 0,5% du budget de chaque pays pour financer l'organisation, si on n'arrive pas à le faire, ça veut dire que véritablement on ne veut pas être indépendant. On ne veut pas conquérir notre indépendance économique. On ne veut pas la conquérir. On ne veut pas la conquérir. Oui, et cela rejaillit sur les communautés économiques et régionales. Mais justement, je voulais rebondir sur la question du terrorisme dont il avait parlé. Tout à fait. Vous comprenez que nous sommes concernés par l'insécurité. Et puis, nous attendons que ce soit l'extérieur qui vienne nous aider à lutter contre cette insécurité. Vous comprenez? Est-ce qu'il appartenait à la France de créer un G5 Sahel pour nous? On n'a pas su prendre nos responsabilités. Il n'appartenait pas à la France de venir créer un G5 Sahel pour nous. Vous comprenez? Donc, il appartenait aux États de l'Afrique occidentale. Le Nigeria est concerné par ça. Il appartenait à la CEDEAO de prendre le lead sur cette question. Sur cette question. Ce que la CEDEAO n'a pas fait non plus. Elle avait commencé à le faire devant le problème malien. L'ECOMOG est parti là-bas. Mais... Oui, mais l'ECOMOG, la mission de l'ECOMOG a été brandie comme une menace, soit pour examiner, dans le cadre des sanctions, pour examiner un peu la situation au Mali. Pas pour accompagner le Mali à résoudre ce problème de terrorisme. Bon. Et je crois que c'est suite au tollé général que ces sanctions ont créé, qu'il y a eu peut-être une révision de la position de la CEDEAO. Je crois que le chef d'État malien de l'époque, s'il n'avait pas fait appel. Vous parlez de l'époque, vous parlez de quelle époque? Peut-être qu'on ne dit pas la même chose. 2012-2013. Ah oui, ça c'est différent par rapport à la situation malienne actuelle. Donc vous parlez de 2012-2013, oui, il y avait l'ECOMOG qui est parti dans... L'ECOMOG s'était déployé. Oui. Mais dès lors que Diokounda Traoré a fait appel à la France, l'ECOMOG a dû se retirer. Donc c'est pour dire qu'on avait eu une initiative, mais j'ai eu l'impression que le président malien n'avait pas confiance en ce que nous-mêmes, on pouvait s'engager pour gagner des victoires sur le terrorisme. Et donc, l'appel à la France a été
considéré comme une impuissance, et l'expression de l'impuissance africaine. Et donc, de ce point de vue, la France arrive avec ses idées et met en place le G5 Sahel pour lutter contre le terrorisme. Donc, cette initiative-là, elle ne devait pas être extérieure aux Africains. C'est les Africains eux-mêmes qui devraient, par concertation, face à cette menace-là. Parce que le terrorisme, là, si ça brûle votre maison, ça va brûler la maison du voisin par la suite. Exactement. Ainsi de suite. On a vu les exemples. On a vu que le Togo ne semblait pas, ni le Bénin, il ne semblait pas intéressé par la menace. Par la menace. Mais depuis 2021 et 2022, ils sont concernés par la menace. Ouais, et c'est devenu une menace de la CEDEAO. Mais pourtant, aujourd'hui, quand on parle de panafricanisme, quand on parle de changer le paradigme, quand on parle de réflexion, le moment semble idéal pour opérer ces changements significatifs. Le moment semble idéal, à mon sens, pour changer de paradigme. Les pays de l'Afrique francophone, notamment, totalisent 62 années d'indépendance, alors que la charte de l'OUA souffrira sa 60e bougie l'année prochaine. Quel sens on peut donner encore aujourd'hui à la journée mondiale de l'Afrique, puisque ce 25 mai est aussi censé être une journée de l'Afrique. Qu'est-ce qu'on fait, quel sens on donne à cette journée pour qu'elle soit effectivement une journée pertinente et porteuse vers les rendez-vous futurs? Je pense bien que la journée, de mon point de vue, a toujours son pesant d'or. Ça permet toujours de rappeler ce que les ancêtres ont fait. Parce que chaque peuple a son combat. Et ils ont fait ce qu'ils devaient faire. Et le relais, c'est à nous aujourd'hui. Et lorsqu'on regarde l'Afrique, la question qu'on peut se poser aujourd'hui, quelle Afrique nous voulons léguer à la génération qui viendra après nous? Est-ce qu'on continuera toujours de dire, de parler toujours des Aimé Césaire, des Léopold Sédar Senghor, des Kwame Nkrumah? Mais qui de notre génération peut être assimilé ou associé à ce combat? Il n'y a personne. Justement, vous faites bien de dire ça, parce que à quand l'Afrique? La question qui nous a été posée par Joseph Kizerbo depuis 2003, si je ne m'abuse, une question qui reste d'actualité jusqu'à aujourd'hui. Mais je vous la pose, à quand l'Afrique alors? Mais à quand l'Afrique? Vraiment, je ne saurais, au regard de ce qui se passe, parce que, je vous ai dit, pour moi, le terrorisme est une opportunité. Et comme l'a expliqué le professeur, la Covid-19 devait être aussi une opportunité pour les peuples africains. Pour créer même ce petit ensemble-là. C'est-à-dire, regardez le Mali, le Burkina. Lorsque la crise, le Tchad et puis le Niger se débattaient, le Burkina était assis et puis on ne disait rien. Lorsque le Burkina a commencé à être attaqué, les autres pays ne se sentent pas concernés. Le Mali, la Côte d'Ivoire par exemple, le Bénin par exemple, pensaient que c'était une affaire du Burkina, que le Burkina est le ventre mou de la crise. Au lieu d'anticiper, de commencer à créer, je dis ça, ce sont des faits graves qui doivent nous amener à dire, nous avons l'impérieuse nécessité de conjuguer, de mutualiser les efforts. On ne peut pas continuer à parler de l'impérial de la France, alors que c'est nous-mêmes qui les appelons. Nous-mêmes, lorsque nous sommes face à nos responsabilités, nous sommes face aux problèmes africains, nous sommes incapables de nous mettre ensemble. On attend toujours que le problème vienne à nous avant qu'on ne se lève. Alors que c'est dommageable. Nous sommes incapables de nous mettre ensemble. Et pourtant, Tiken Jah Fakoly... un manque de volonté. Tiken Jah Fakoly nous a bien chanté que quand nous serons ensemble, nous serons forts. Quand nous serons unis, nous serons forts et ça va faire mal. Et je vous pose aussi la question, à quand l'Afrique finalement? Bon, c'est... La chanson de Tiken Jah Fakoly est une perspective intéressante. C'est-à-dire, c'est optimiste. Et il faut toujours de l'optimisme lorsqu'on veut construire. Et donc, à quand l'Afrique? L'Afrique ne pourra émerger que si, au jour d'aujourd'hui, les dirigeants mettent en place des systèmes d'éducation performants. Il faut que les élites soient bien formées. Or, de moins en moins, nous avons la capacité de bien former nos élites. Et donc, les défis de demain, là, c'est les défis d'une haute technicité. Et donc, au jour d'aujourd'hui, si nous traînons le pas, d'abord sur les problèmes économiques, nous allons traîner le pas sur la formation des élites. Donc on est toujours en retard, hein? On est toujours en retard. Un train ou deux trains en retard. Bien sûr, on est en retard. Et donc, il faut que
la jeunesse soit bien formée. Puisque cette jeunesse est en train de prendre conscience du recul de l'Afrique, est en train de prendre conscience du processus de recolonisation de l'Afrique. Elle prend conscience. Mais pour bien lutter, il faut qu'elle soit bien formée. Sur tous les plans. Mais il faut qu'elle soit bien formée. Vous dites si bien que la jeunesse doit être formée et qu'on a des trains en retard, mais Joseph Kizerbo exprime très bien cette réalité cruciale dans cette œuvre à quand l'Afrique. Le premier Africain agrégé d'histoire nous met face à notre réalité, à cette cruelle vérité, et face même à ce miroir qui reflète avec éloquence ce que nous sommes devenus. Ce que nous sommes devenus par la force des choses ou par les choses de la force. Nous sommes plongés dans le monde au niveau des télévisions, des radios, des ordinateurs, de l'Internet, constate ainsi Joseph Kizerbo qui affirme que, je cite, « Nous ne sommes pas en mesure de nous déconnecter. Nous n'avons pas la liberté de nous libérer. Nous n'avons pas la liberté d'être non alignés. Aucun d'entre nous n'est véritablement indépendant de cette déferlante qui tombe des pays industrialisés et nous entrave par les chaînes de la production et de la consommation. » Fin de citation. Dans ces conditions, on est condamné à être phagocyté? Non. Non. Je pense plutôt que c'est un élément encore pour venir nous réveiller. Pour moi, c'est le départ de la prise de conscience. Encore. Il faut que nous puissions nous lever. Et ça commence par nous aujourd'hui. À la question à quand l'Afrique, je pense que c'est aujourd'hui. Et maintenant, après, pendant que tous les gens nous suivent, ils doivent comprendre que c'est une question cruciale. C'est important pour nous. La survie de l'Afrique en dépend. Et je dis c'est aujourd'hui. Il faut que le Burkina et le Mali, le Niger, le Tchad puissent prendre conscience et mutualiser les moyens qu'ils ont. Ne cherchons pas à aller au-delà. Les moyens que nous avons, mettons ces moyens et puis battons-nous. Alors, quel est donc votre rêve pour l'Afrique aujourd'hui? Mon rêve pour l'Afrique aujourd'hui, c'est de voir les Africains parler d'une même voix. Parler d'une même voix. Même si on ne peut pas à l'échelle de l'Afrique continentale, que dans notre sous-région, que nous puissions parler d'une même voix, que nous puissions développer, concevoir des stratégies. Par exemple, aujourd'hui, pour moi, la question militaire doit être d'abord la première des stratégies que nous devons concevoir ensemble. Conçues par nous-mêmes, réalisées par nous-mêmes. Mais comme nous vivons dans un monde interplanétaire, on ne peut pas s'enorgueillir ou bien dire que nous avons la prétention de mener ce combat seul. Mais avant que des gens puissent venir à notre secours, même les autres régions, il est indécent que, avant même que les autres régions ne viennent au secours de notre sous-région ouest africaine, il faut que les Africains de l'Ouest puissent eux-mêmes prendre conscience de la chose, bâtir des stratégies et puis engager le combat. Et puis engager le combat, ne pas dépendre des autres et donc compter d'abord sur ses propres forces, sur ses propres ressources, avec donc ce socle culturel qu'on doit réveiller, professeur Somé. Oui, moi je vais prendre l'exemple de Sun Yat-sen, qui était un homme d'État chinois de la fin 19e, début 20e siècle, qui disait que il faut que la Chine se réveille. Et pour que la Chine se réveille, il faut envoyer autant de jeunes que possible en Occident pour apprendre la science afin de développer la Chine. Donc, et c'est d'ailleurs ce qui s'est passé un peu en Chine. Hein? Oui. Il faut envoyer autant de jeunes que possible en Occident apprendre la science pour venir développer la Chine. Donc, il faut avoir de la vision, de l'ambition pour son pays, du nationalisme et du patriotisme. Ça, c'est un peu dilué chez nous. C'est un peu dilué chez nous. Donc, de telle sorte que, bon, on a beaucoup d'élites, on a beaucoup de dirigeants, mais à l'épreuve du patriotisme, beaucoup de gens tombent.
Alors, donc, de ce point de vue, on se retrouve devant une situation où les Africains doivent naître de nouveau. Naître de nouveau, c'est en quelque sorte se rappeler qu'on ne peut pas rester éternellement dominé. Qu'il y a des moments où il faut identifier les opportunités, les pesanteurs. Non, pas seulement les opportunités. Identifier les besoins et identifier tout ce qu'il faut pour pouvoir résoudre ces besoins-là. Ça, il nous faut arriver à cela. Il nous faut arriver à cela. Identifier cela. Et puis, quelquefois, il ne s'agit pas de vouloir tout faire à la fois. Mais il s'agit d'identifier tout ce qui est crucial à un moment donné. Résoudre ce qui est crucial à un moment donné et de programmer d'autres aspects par la suite. On ne comprend pas que le Ghana et la Côte d'Ivoire, qui étaient en avance sur la Corée du Sud dans les années 60, soient au jour d'aujourd'hui très en retard par rapport à la Corée du Sud. Donc ça veut dire que nos dirigeants ont dû manquer de vision. Il a manqué de vision, il a manqué d'action, il a manqué de prospective, il a manqué d'action, tout simplement. Et je vais vous poser la même question qu'à M. Ouédraogo tout à l'heure. Quel est votre rêve pour l'Afrique aujourd'hui? Bon, mon rêve pour l'Afrique, c'est que l'Afrique soit capable, nos dirigeants soient capables de lutter contre d'abord le phénomène de la pauvreté, de l'ignorance, pour stabiliser nos États, parce que la question de l'insécurité, la question de l'instabilité joue contre le développement. Donc, lutter contre la pauvreté, lutter contre, comment dirais-je, l'insécurité, et puis poser les fondements du développement, donc en définissant des domaines stratégiques où on va investir pour pouvoir lancer l'économie du pays. Donc, si on ne va pas en identifiant les domaines stratégiques qu'il nous faut, la question de l'énergie, la question de l'eau au jour d'aujourd'hui, parce qu'avec le changement climatique, on voit que le problème de l'eau se pose. Donc la question de l'eau est essentielle. La question de l'agriculture est essentielle. Mais avant tout ça, il y a l'éducation. Il y a l'éducation. Malheureusement, le temps qui nous est imparti arrive à son terme. Et très rapidement, en 30 secondes, je vais vous écouter sur la convergence panafricaine dont vous êtes le point focal au Burkina. Vous êtes également membre, on l'a dit, de l'organisation des peuples africains, Burkina Faso. Quel est le discours que vous tenez aujourd'hui, puisque vous vous réclamez de ce panafricanisme? Quel est le discours que vous tenez aujourd'hui? Comment vous voyez le panafricanisme d'aujourd'hui? Très rapidement, en quelques mots. Merci. À l'Organisation des peuples africains, le constat est fait que aujourd'hui, le développement des pays ne peut pas se faire en vase clos. Il faut que les États puissent se mettre ensemble. Et pour le faire, c'est une action politique. Donc, il faut qu'il y ait des acteurs politiques majeurs qui aient la conscience que la libération de l'Afrique, des pays, passe par l'unité africaine. Donc, c'est ce discours-là. Et dans notre projet de société, c'est refonder l'homme noir à partir de l'éducation. C'est revoir quels sont les chantiers, les piliers majeurs qu'il faut déployer pour les besoins de l'Afrique. Convergence panafricaine est une ONG qui est au Tchad, et dont l'ambition, c'est une grande plateforme qui réunit la société civile, les partis politiques, les hommes d'affaires, les acteurs culturels, sportifs, qui ont une vision panafricaine. Tout ça pour essayer de faire en sorte que dans les différents États, il y ait des panafricanistes qui soient à la tête de ces différents États et dans tous les milieux. Ça veut dire qu'il y a quand même un noyau sur lequel on peut compter pour avancer et toujours parler du panafricanisme, porter l'Afrique à cœur. Il nous faut œuvrer tous ensemble à retrouver cette Afrique de Thomas Sankara pour la révolution des mentalités, de Nelson Mandela pour le charisme et le leadership politique, de Sylvanus Olympio pour la souveraineté monétaire. Il nous faut relire Ahmed Sékou Touré lorsqu'il se convainquait le 25 mai 1963, que je cite, « Les fils authentiques et dignes des peuples africains sont décidés à entreprendre légalement et légitimement la
réunification de leurs États dans une charte unique, la charte de la fraternité, la charte de leur solidarité désormais indomptable, la charte de la liberté et de la paix, de la justice et du progrès en Afrique. Fin de citation. Révolution de la mentalité, charisme et leadership politique, souveraineté monétaire, solidarité indomptable, liberté, paix, justice et progrès pour une Afrique de fraternité, de l'unité, de l'union, tout un programme à réécrire. Mesdames, Messieurs, ainsi s'achève votre émission Périscope numéro 165 qui recevait pour vous Magloire Somé. Il est professeur titulaire d'histoire religieuse contemporaine à l'université Joseph Kizerbo de Ouagadougou. Merci pour vos éclairages. De rien. Également sur le plateau de Périscope aujourd'hui, Roselin Ouedraogo, secrétaire national chargé des structures de l'Organisation des peuples africains, Burkina Faso, au PABF, mais aussi point focal au Burkina Faso de convergence panafricaine. Merci pour vos éclairages. C'est moi qui vous remercie. La réalisation de ce numéro de Périscope porte la griffe de Philippe Barrault, que je remercie, ainsi que toute l'équipe technique qui l'a soutenu. Merci également à vous toutes et à vous tous pour votre fidélité à ce rendez-vous et prenons soin les uns des autres. Prenons également date pour le prochain numéro de Périscope, même jour, même heure, sur la chaîne qui vous offre les clés du monde.